bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui rêvent de conduire une machine telle qu'une mini-pelle ou voilà, peut-être qui ont peur, qui ne savent pas comment ça marche. Eh bien écoutez, restez là, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va un peu démystifier tout ça. Je vais vous apprendre comment préparer la machine, comment la conduire en toute sécurité, comment remplacer les accessoires, les godets et comment utiliser un BRH. Allez, bon visionnage les amis. Bon, ben, on se retrouve devant la pelle. Du coup, il y a un truc très important à prendre en compte quand on utilise cette machine, c'est le graissage des axes, des vérins. Tout ce qui fait partie du bras, c'est toutes les 10 heures. On doit graisser les axes. Toutes les 10 heures d'utilisation de la machine. Donc sur la machine, il y a un compteur d'heures, je vous montrerai ça après. Et donc voilà, chaque vérin a à chaque fois un axe, enfin même 2 axes par vérin. Vous voyez, il y en a plusieurs. Et donc chaque axe, voilà, a son petit graisseur. Donc on le voit là. Donc ça c'est un petit graisseur. Donc que j'introduis avec le pistolet à graisse, de la graisse par ici, qui va venir lubrifier du coup tout l'axe. Et ça c'est très très important pour la durée de vie de la machine en fait. Voilà, donc il y a plein de saletés qui se mettent et tout ça, c'est pour ça qu'il faut renouveler tout le temps la graisse, ça chauffe, la graisse s'en va. Donc voilà, ça c'est un point très important. Donc là, avant d'utiliser, je vais faire ça avec vous, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe. Donc dans cette pelle, j'ai un petit coffre ici. Voilà, hop, où je peux ranger ma petite pompe à graisse pour l'avoir toujours à portée de main afin de pouvoir graisser ça en temps et en heure. Voilà, donc c'est parti, on va faire le tour, il y en a un peu partout, vous allez voir. Je vais aussi prendre un petit chiffon, voilà, pour pouvoir un peu m'essuyer les mains. Donc on va commencer par là. Donc il y a celui-ci. Ah ben vous voyez là, c'est écrit. Donc ça c'est des graisseurs qui permettent d'aller un peu plus en profondeur. Donc celui-ci, il correspond à l'axe de ce vérin, mais qui est en bas. Donc il doit y avoir une petite canalisation qui va venir accompagner la graisse jusqu'à l'axe de ce vérin. Et là, les 2 autres graisseurs que vous voyez là, c'est pour la tourelle. Donc ceux-là, du coup, ils contiennent beaucoup plus de graisse. Et on le fait toutes les 50 heures. Vous voyez, et tous les autres, c'est toutes les 10 heures. Hop. Donc je commence par celui-ci. Hop, j'insère la tête du graisseur et je pompe. Voilà, 3-4 fois. Voilà. Logiquement, ça suffit. Aïe. Hop, ça ressort, ça veut dire que c'est bon. Donc j'en ai un autre ici qui correspond à cet axe. Même opération. Hop là, j'en ai un autre en dessous. Hop. Il y a celui-ci. Hop, et on voit la graisse qui ressort là. Donc là, ça suffit, il y en a assez. Et maintenant, avec les doigts pleins de graisse, voilà, c'est un peu moins évident à attraper l'embout. Alors j'en ai un qui est un petit peu caché là en dessous. Voilà, pour ce vérin qui sert à mettre en mouvement la lame. Hop. Donc ça c'est bon. Donc il doit y en avoir pour ceux-là. Ils sont peut-être de l'autre côté. Ah non, j'en ai oublié un, c'est celui-ci. Donc il a un peu de terre. On va peut-être pas faire ça, mais
J'ai rien d'autre à portée de main. Voilà. Je dégage pour pouvoir mancher l'embout de la pompe. Donc de ce côté-là, je suis bon. Ensuite, lui, où c'est qu'il est? Tac, il est là. Hop, attends, la graisse qui sort, c'est bon. J'en ai un autre. Pour celui-ci, il est là. Voilà. Donc, je vais en avoir un autre au-dessus. Voilà, il est là. On a celui-ci. Hop là. On en a un autre en dessous. Ok, donc on avance, j'en ai un là. C'est vraiment à chaque axe, hein. Chaque pièce qui est en mouvement, du coup sur ce bras, a forcément un petit graisseur. On voit la graisse qui ressort là. Donc la graisse bleue, c'est la graisse neuve. Donc il y en a suffisamment. Donc ici j'ai un autre axe où est les petits graisseurs. Voilà, il est caché là, en plus avec la saleté, on ne voit pas très bien. Hop. Ok, j'ai celui-ci. Hop. Alors là, il y en a deux. Un là. Hop. On voit que ça sort. Et l'autre là. Voilà. J'en ai un ici. Hop, qui correspond à cet axe. Voilà, on continue, il y en a un autre ici. Je pense qu'on arrive bientôt au bout. Voilà. On est pas mal, il me semble. J'en ai un là qui est un peu caché. Celui-ci sert au mécanisme qui permet d'accrocher et décrocher les godets. Donc on va le graisser. Ça sert beaucoup. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des graisseurs, on est bien. Ouais.
pas d'autre. Donc voilà, maintenant, une fois l'étape du graissage des axes terminée, il y a aussi une chose qu'il faut faire extrêmement régulièrement si on veut que la pelle fonctionne bien, c'est le nettoyage du filtre à air. Voilà, parce que sur les chantiers, évidemment, il filtre beaucoup de poussière. Donc on le voit là, le moteur, la pelle n'a pas beaucoup d'air, elle a 20 heures. Hein. On voit déjà tout plein de poussière qui s'est accumulée. Donc on va sortir le filtre à air qui se trouve ici. Tac. Donc on enlève ce couvercle. On voit que c'est plein de poussière, donc ça je vais y mettre un coup de chiffon. Et hop, voilà. Donc c'est cette partie-là qu'il faut nettoyer. Donc la poussière vient s'accumuler dedans. Donc là on a de la chance, on est à la maison, je vais mettre un petit coup de compresseur. Voilà. Donc on a le filtre à air qui a été soufflé, donc qui est bien propre maintenant. On va le remettre en place. Donc hop, on le remet dans son emplacement. Je vais mettre un coup de chiffon au cache. Voilà, pour enlever toute cette poussière qu'il y a dedans. Et ce petit embout là qui aspire l'air, également comme ça, on va lui éviter d'aspirer tout de suite de la poussière. Hop. Hop, je remets mon petit cache. Voilà, c'est quand même bien fait. Il y a un dessin qui indique l'orientation. Voilà, top. Donc le haut, c'est là. Voilà. Donc voilà, maintenant ces deux étapes terminées. Une chose vraiment essentielle pour que ça fonctionne, c'est du coup le carburant. Donc le réservoir se trouve ici. Donc comme sur votre voiture, hein, quand vous allez à la pompe. Bon lui, je sais pas pourquoi. Ah, il fait de la résistance, voilà. Donc hop, je déverrouille, je dévisse pour ouvrir. Bon, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Par contre, y en a qui ont le luxe d'avoir des cuves. J'ai prévu d'en acheter une. Une cuve du coup parce que cette pelle là, en fait, on peut rouler avec du GNR. Donc c'est carburant destiné à usage professionnel, donc qui est un peu moins cher que le gasoil du commerce. Bon voilà, seulement j'ai toujours pas cette cuve. Donc système D, je tourne avec du gasoil blanc classique que vous pouvez mettre dans votre voiture, donc je le paye plus cher évidemment. Ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste une histoire de taxes qui sont différentes et le carburant qui est légèrement différent, voilà, parce qu'on n'a pas le droit de rouler avec sur la voie publique. Et voilà, donc en attendant d'avoir cette cuve, je me remplis des petits bidons comme ça de gasoil à la pompe. Et j'ai même pas d'entonnoir, vous vous rendez compte un peu où on est rendu. Donc système D, voilà une bouteille coupée, bien nettoyée. Je la mets là. Là, il va falloir faire un tour de passe-passe parce qu'il faut à la fois tenir l'entonnoir. Donc là, ça va être un numéro digne d'un cirque, les amis. Vous risquez de me voir en foutre partout ou pas, si je gère. Vous voyez, j'ai que deux mains, il m'en faudrait une troisième là en fait, pour être bien. Ou un cerveau. Si vous avez des techniques mieux que celle-là, je suis preneur, les amis. Bon, ça fonctionne, on a un peu de perte. Ça n'a pas l'air dramatique jusqu'à là.
Je suis désolé, j'avais que ça sous la main. J'ai peut-être des entonnoirs qui traînent dans mon bazar d'artisan. Mais là, je n'en ai pas trouvé. Je vous garantis que là, une pompe avec un pistolet où on n'en fout pas un brin partout, là, ce serait vraiment du luxe. Ça obligerait par contre d'aller faire le plein de la machine à l'endroit où est située la cuve. Donc pratique, oui et non. Je pense que sur chantier, ce sera toujours avec les bidons. Au bruit, j'ai l'impression que le réservoir est presque plein. Bon, je vais arrêter là avant que ça dégueule. Voilà, j'en ai quand même déjà foutu partout. Je m'en suis même foutu dessus. Vous pouvez vous manquer un commentaire, c'est gratuit et je vous en voudrais pas. Hop, allez, je mets mon bidon là. Petit coup de chiffon du coup. Pas le choix, hein, quand on fait le cochon, on nettoie. C'est ce que ma femme me dit à chaque fois à la maison. Que j'ai traîné des miettes, les amis. Voilà. Allez, je remets mon petit bouchon. Donc voilà, toute cette étape de préparation est terminée. Je suis donc prêt à utiliser la pelle afin d'aller travailler. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment dire les différentes fonctions de chaque élément de la pelle. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse, si vous êtes un particulier ou si vous êtes un professionnel qui n'a pas l'habitude de ces machines, vous aurez déjà quelques bases parce qu'elles fonctionnent toutes à peu près pareil. Des fois, les boutons ou joysticks sont placés un peu différemment, mais le fonctionnement globalement d'une marque à l'autre est toujours la même. Ou vous pouvez très simplement trouver le même modèle chez un loueur. Donc là, du coup, ça sera configuré exactement comme là. Mais dans tous les cas, vous aurez les bases de fonctionnement des joysticks et voilà, avec un peu d'entraînement ça vient tout seul. Après ça devient un peu comme un jeu vidéo, attention, il y a quand même des risques, mais voilà, vous serez capable de conduire une mini pelle prudemment bien sûr au départ. Et voilà, allez, c'est parti. Donc j'ai pris place à l'intérieur du cockpit de cette mini pelle. Alors au niveau de la sécurité, il y a cet accoudoir avec cette manette qui est amovible. Donc en fait, quand il est levé, aucune manette ne peut répondre en fait. C'est une sécurité, voilà, pour que le moment où on s'assoit dans la pelle, le moment où on se met en place, si jamais on accroche une manette, voilà, si cet accoudoir est levé, rien ne se passera. Vous ne mettrez pas d'un coup un coup de godet si vous accrochez un joystick ou quoi. Tout est complètement désactivé tant que cette manette est remontée. Donc une fois que vous aurez démarré la pelle, je le ferai par la suite. Je vais d'abord vous montrer un peu tous les éléments qu'on retrouve à l'intérieur du cockpit, on va dire. Donc je vais la baisser. Vous verrez après quand elle sera en route les choses en fonction. Donc on a deux joysticks ici, donc qui servent à actionner les différents mouvements du bras. On a ce petit cadran là, donc du coup qui va nous donner toutes les indications, la température, ça va nous donner les tours minutes, le nombre d'heures de la pelle, voilà, tout, c'est le tableau de bord en fait de la pelle. Donc on peut voir ici qu'il y a un petit bouton avec un symbole de phare. Donc quand on l'actionne, du coup il y a sur le bras à l'intérieur un petit projecteur et ça permet, voilà, s'il commence à faire nuit ou même travailler la nuit, on a un petit projecteur qui est placé sur le bras qui permet de voir où on met le godet. Ça c'est en fait il y a une fonction sur cette pelle qui fait que quand elle n'est pas en mouvement pendant un certain nombre de temps, le régime moteur se met au minimum. Ça permet d'économiser du carburant et qu'elle ne chauffe pas pour rien si on n'actionne rien, qu'elle n'est pas en mouvement en fait.
Voilà, donc le régime moteur se baisse et dès qu'on retouche un joystick ou quoi que ce soit, le régime moteur se met là où on l'avait laissé. Là, c'est la fonction auxiliaire. Donc en fait, auxiliaire, c'est tout ce qu'on va rajouter comme accessoire qui va fonctionner avec le circuit hydraulique auxiliaire. Donc moi, dans mon cas, comme accessoire qui va fonctionner avec ça, j'ai pris un brise-roche hydraulique. Mais il existe d'autres choses. Il existe de quoi faire des tarières pour faire des trous, il existe des pinces, il existe tout un tas d'ustensiles qui n'ont pas d'intérêt pour moi, pour l'usage que je vais faire de cette machine. Donc moi j'ai uniquement un brise-roche, donc un énorme marteau-piqueur hydraulique qui se branche sur ce circuit-là et que du coup, une fois que je l'ai installé, j'actionne le circuit auxiliaire pour pouvoir le mettre en action avec ce bouton. Et là du coup, info, donc c'est pour faire défiler différentes infos sur ce tableau de bord. On a un petit joystick là qui est complètement indépendant. Donc ce joystick là, il permet d'activer la lame qui est là, voilà, la montée ou la baisser quand on veut s'en servir un peu pour niveler. Il y a également une fonction, donc si on le pousse à fond, voilà, il y a un cran. Ça c'est pareil, quand on fait des plateformes, c'est quelque chose de bien pratique. Du coup la lame n'est plus gérée par le vérin, elle repose juste par son propre poids et va suivre un peu le mouvement du terrain, voilà, du reprofilage que vous faites. Et c'est pas mal quand on veut faire une finition de plateforme, c'est une fonction qui est vraiment pas mal. On a ici cette molette, donc on voit vers le haut, on voit une tortue dessinée. Et vers le bas, un lièvre. Donc cette molette, en fait, eh bien, tout simplement, c'est comme un accélérateur qui va permettre de gérer le régime moteur. Donc plus on est vers la tortue et plus le régime est bas. Et plus on va vers le lièvre, plus c'est haut. Donc voilà, quand on avance, recule, c'est pour aller plus ou moins vite. Et quand on travaille, si on a besoin de plus ou moins de force, c'est avec ça qu'on va commander le moteur de la pelle. On a ici une petite prise 12 volts. Voilà. Qui permet peut-être de brancher un chargeur ou je ne sais rien, ou un GPS si vous prenez l'autoroute. Il y a des portes trucs, voilà, porte gobelet. Moi j'y mets mes bombes traçantes. Tac, des petits rangements là. Des fois j'y mets mon téléphone ici. Je rappelle que c'est une cabine ouverte, donc c'est pour ça qu'il y a de l'eau dedans. Donc tout est parfaitement étanche. Il y a un autre porte gobelet, porte bouteille, porte bombe. Voilà. Sur les joysticks, donc on peut les actionner d'avant en arrière, de gauche à droite. Donc ça c'est pour les différentes actions du bras ou de la tourelle. Mais on a également ici, voilà, c'est ce petit bouton là qui peut faire ce genre de mouvement. On a celui-ci, il y en a un autre derrière, voilà, qu'on peut actionner comme ça. Donc on a vraiment la sensation d'être aux commandes d'un vaisseau spatial. Donc celui de droite là, c'est pour commander voilà, la prise auxiliaire, donc l'accessoire que vous allez mettre en auxiliaire sur le bras, et bien vous allez l'actionner en partie avec ça. Moi dans mon cas, le brise-roche il a qu'une seule fonction, c'est taper. Donc voilà, j'appuie là et tape. Mais il y a d'autres accessoires qui ont plusieurs choses, des godets rotatifs, des tarières qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Donc en actionnant d'un différent côté, ça va faire différentes actions sur l'accessoire en question. On a la même chose de l'autre côté. Ce même joystick, ce même petit bouton, donc ça c'est pareil. Non, celui-ci c'est pas du tout pareil, je vous dis n'importe quoi. Celui-ci il sert, en fait, donc la tourelle tourne, mais en fait tout l'ensemble du bras peut également tourner d'un côté comme ça ou de l'autre. Donc ce petit bouton là il sert à aller à gauche ou à droite. Donc pour commander ce petit vérin qui est là, voilà, et pouvoir tourner le bras ou comme ça ou comme ça. Le petit bouton qui est derrière c'est le klaxon, enfin, devant plutôt, voilà, il est devant le joystick. Et aussi voilà l'essentiel, donc j'ai oublié de vous parler, ces deux manettes donc qui permettent de commander les chenilles, donc en avant ou en arrière. Celle de gauche évidemment c'est la chenille de gauche et celle de droite la chenille de droite. On peut tourner sur place en faisant ça, donc celle de gauche va aller en avant, celle de droite en arrière,
ça va nous faire tourner la pelle. On peut également, cette commande, la faire avec les pieds. Voilà, ces manettes sont reliées à ces espèces de pédales. Et du coup, voilà, je peux poser mon pied et hop, actionner ça avec le pied. Donc ça dépend vraiment de chacun, comment il... Voilà, on peut avancer, reculer, faire avec les pieds et tenir les joysticks, faire plusieurs actions. Enfin, vraiment, ça permet vraiment beaucoup de choses. Et après, ça dépend, voilà, du niveau, on va dire, de chaque chauffeur. Et puis l'habitude qu'il a de l'utiliser. Voilà, chacun fait comme il le sent, ça permet vraiment beaucoup de possibilités. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de la présentation. Du coup, la clé est là. Donc elle s'insère ici. Donc comme dans votre voiture. Donc je fais un premier tour, voilà, on voit que le tableau de bord s'éclaire. Il y a le voyant de préchauffage, elle a déjà tourné la pelle. Donc elle a déjà tourné, donc il n'y a pas le préchauffage, elle est déjà chaude. On voit la jauge ici, on vient de mettre du carburant, donc le réservoir est plein. Et ça c'est le nombre d'heures totales qu'elle comptabilise, donc 26 heures et 26,3. C'est pas 30 minutes, c'est... je sais pas, j'ai pas envie de faire le calcul. Il y a un petit logo ceinture, parce que voilà, on peut aussi s'attacher. D'ailleurs c'est recommandé. Je pense que peu de gens le font, moi le premier, donc je dis pas que c'est bien, j'encourage pas à le faire. Mais si cette ceinture de sécurité est là, c'est pour une bonne raison, c'est pour vous maintenir en sécurité dans la pelle. Donc voilà, je vais la boucler comme ça. J'aurais rien à me reprocher, personne ne pourra rien me dire. Donc voilà, comme dans ma voiture, petite boucle. Voilà. Donc une fois que j'ai mis le contact, je peux tourner la clé complètement et démarrer. Et donc voilà, maintenant je vais pouvoir vous montrer en action les différentes possibilités avec le bras. Ok les amis, donc là, j'ai obligé de passer en voix off parce qu'on a eu un petit souci de micro pendant le tournage. Donc je vous retransmets en voix off les indications. Donc là, j'actionne le levier qui se trouve à ma droite. Donc quand je le tire vers moi, ça monte la grande partie du bras, et quand je le pousse en avant, ça le baisse. Donc le grand vérin qu'on voit en bas, c'est lui qui s'active. Et là, on passe sur le joystick de gauche. Donc quand je ramène à moi, c'est la partie avant. Donc si on reprenait ça par rapport à un bras d'humain, donc il y a le biceps et l'avant-bras. Donc là, ça actionne l'avant-bras. C'est le joystick de gauche. Là, on revient sur celui de droite. Donc si je le tire à ma gauche, c'est comme si on fermait le poignet. Donc on le tire à gauche, il se ferme, à droite, il s'ouvre. Et du coup, la manipulation de tous ces mouvements en même temps, qui est possible avec les joysticks, du coup, permet de faire une articulation. Ça devient un peu comme une extension de vous-même. Là, du coup, sur le levier de gauche, c'est celui qui active la tourelle. Donc à gauche, la tourelle se tourne vers la gauche, et à droite, vers la droite. Sur ce joystick de gauche, donc du coup, je vous avais montré tout à l'heure qu'il y avait un petit bouton sur le dessus. Donc dessous, c'est le klaxon. Il se voit pas, mais en dessous, là, avec l'index, on peut actionner le klaxon. Et avec le pouce sur le dessus, comme je fais là, voilà, on peut tourner le bras sur lui-même, ce qui permet des interventions dans un endroit très exigu. On peut faire une tranchée quasiment de face de cette manière-là. Ça permet beaucoup plus de maniabilité ou d'accéder dans un endroit vraiment un peu difficile. On n'a pas forcément la place d'avancer ou reculer. Donc voilà, ça facilite vraiment le travail et l'accessibilité, on va dire. Donc tout ça, ça demande, quand vous êtes novice comme moi au départ, ça demande beaucoup de concentration, voilà, pour savoir quel mouvement on fait.
Mais avec le temps, en fait, ça devient un peu comme quand vous faites du vélo ou quand vous conduisez votre voiture, ça devient une extension de vous-même et vous êtes vraiment à l'aise, vous n'avez plus à y réfléchir. Tout se fait naturellement, ça demande juste un peu d'entraînement. Du coup, il y a le petit levier qui est en haut de la manette de droite, c'est celui qui actionne la lame. La lame permet de stabiliser la pelle lorsqu'on travaille. Voilà, si je fais une tranchée devant moi, ça va m'éviter un basculement. Je vais pouvoir vraiment forcer franchement avec le bras, ça va me stabiliser la pelle. Ce qui n'est pas le cas par exemple si je travaille derrière sans lame. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Derrière, il n'y a pas de lame, donc il faut être très vigilant. La pelle est puissante et par rapport au poids qu'elle fait, donc sans stabilisateur, il faut être très vigilant. Du coup, la molette, donc là on est au régime minimum, elle tourne à 1400 tours minute. Ça sert à rien de la mettre à fond. Quand on la met à fond, vraiment c'est pour par exemple le marteau ou quand on se déplace. Parce que si je la mets à fond, en fait, les mouvements de la pelle vont être très brusques. Si je veux garder de la souplesse et de la force, en fait, du coup, en travail, je me mets à 1800, 2000 tours minute. Voilà, ça sert à rien d'aller plus parce que sinon on perd la souplesse. Ça fait vraiment une machine très brusque et difficile à gérer au niveau de la précision, on va dire. Donc voilà, pour travailler le godet, 1800, 2000 tours, pas plus. Ça sert à rien après, on va consommer du carburant, ça n'aura pas plus de force. Donc voilà, on la tourne, on voit le régime qui augmente. Donc là, voilà, on a 1820, ça c'est pas mal, c'est une bonne force pour travailler. Et vous voyez, là, j'ai pas fait d'action, elle s'est me ralentit toute seule. C'est cette option-là dont je vous parlais qui se commande avec ça. Donc là, je baisse mon régime moteur. Du coup, on va se déplacer. Alors pour se déplacer, on monte la lame. Très important. Et donc si je pousse les deux manettes en même temps, les deux chenilles s'actionnent en même temps. Donc ça va tout droit. Et si j'actionne que une manette, ça va tourner d'un côté ou de l'autre. Ça va actionner qu'une chenille, donc ça va me faire tourner. Et si je tire vers moi, ça les fait reculer. Et là, une en avant, une en arrière, ça fait tourner une chenille dans un sens, une chenille dans l'autre. Donc je tourne sur place. Voilà, donc ça se conduit comme un char, j'imagine. Ça doit être la même chose. Je vais pouvoir remarquer avec moi pour faire un petit peu de travail. Et voilà, vous avez les éléments de base. Après, voilà, c'est pas hyper c'est pas un pilotage hyper intuitif. Quand on est habitué par exemple à conduire sa voiture et tout, ça n'a absolument rien à voir. Mais par contre, pour moi en tout cas, je parle pour moi personnellement, c'est venu assez vite. Voilà, la coordination des mouvements, tout ça vient s'ancrer assez rapidement en soi. Donc voilà, rien de difficile, ça peut faire peur au départ, ça demande beaucoup de concentration au début, le temps de vraiment bien intégrer la fonction de chaque manette et tout ça. Mais vraiment, voilà, avec de l'expérience, il faut commencer petit, commencer par faire une petite tranchée. Commencez après, une fois que vous gérez ça, le bras et tout ça, faites-vous une petite plateforme et quand vous aurez fait 2-3 chantiers, vraiment après ça devient vraiment plus facile et beaucoup plus voilà, inné, on va dire, ça vient assez vite. Bon les gars, j'en profite là sur la suite de la présentation pour vous montrer le brise-roche que je vais installer là pour la première fois avec vous. Donc le voici. J'y connais rien en ce type de matériel, mais d'après le vendeur, bon c'est un vendeur donc, mais bon j'ai envie de lui faire confiance. Il me disait que c'était un des meilleurs au niveau de la frappe, du coup qui s'adapte sur ces machines. Donc voilà, j'y connais rien. La marque c'est Furukawa. On dirait des trucs japonais ou j'en sais rien. Et pour le monter, du coup, je suis obligé de mettre ces accessoires là. Donc c'est ça. C'est ce qui va me permettre de maintenir les flexibles hydrauliques
qui longe le bras pour aller se raccorder là-haut. Donc c'est ces deux flexibles qui vont se mettre dans ces prises. Et donc ça c'est des guides voilà, pour pas que ça traîne n'importe où. Et donc il me faut les installer ici. Donc je le fais tout de suite avec vous. Ça va pas être long, c'est juste deux boulons à mettre. Hop. J'aurais aimé trouver mes clés à cliquer, mais je les ai pas avec moi. Donc ce sera la clé plate les amis, je suis désolé. A few moments later. Bon, il y a simplement les boulons, il n'y a pas de rondelle. Ils m'ont livré que ça, donc ami terrassier, si vous pouvez me dire s'il y a besoin d'une rondelle, bah, de toute façon je le verrai, hein, je vérifierai le serrage après l'utilisation, voir si ça s'est desserré. On y est presque. Allez, ça me paraît pas mal. Donc je vais démarrer la pelle. Je vais défaire le godet comme ça, je vais vous montrer la manip à faire pour changer les godets. Donc j'ai besoin de cette clé et donc là il y a cette pièce là du coup où on fait rentrer la clé dedans et puis faire un quart de rond, un quart de tour. Voilà, et là hop on voit le godet il s'est déverrouillé, donc je peux le poser maintenant par terre. Et attraper le BRH de la même manière. Ok, il a l'air bien clipsé, donc maintenant il faut connecter ces flexibles. Donc celui-ci c'est celui qui va en haut. Il y a un peu quoi à mettre. Peut-être qu'il faut que je fasse l'inverse, que je mette d'abord l'autre. Ah non, c'est bon. Il fallait forcer. Donc on ne peut pas se tromper hein, parce qu'ils ont les embouts inversés, mâle femelle. Voilà, donc on ne peut pas se tromper d'endroit. Voilà. Ça me paraît bon. Allez, c'est parti, on va essayer tout ça. Bon, allez les gars, on est arrivé sur le lieu du crime. Je vous explique vite fait, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Ici j'ai un mur de soutènement à faire, c'est pour ça que je décaisse le long de la maison. Et en fait j'ai besoin d'élargir et on voit que là il y a ces rochers qui dépassent. Hop, je vous montre.
Donc voilà, il y a ces rochers là qui dépassent. J'aimerais casser un peu plus là sur à peu près 50 cm. Donc voilà, situation idéale pour tester le marteau de la pelle. Donc allez, c'est parti, je vais me mettre en place. Donc là, premier test du marteau piqueur. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus dur comme essai, parce que là on est sur une roche qui est dure en elle-même, mais c'est des plaques qui sont avec une petite courge d'argile entre chaque plaque. Donc ces plaques elles vont de 4 cm à 15 cm. Donc c'est de la pierre calcaire dure, mais le fait qu'elle soit coupée par cette couche d'argile fait qu'elle se casse quand même assez facilement. Et donc là on le voit hein, avec le brise-roche, ça va tout seul, alors que j'avais essayé de le gratter avec le godet, c'est impossible à casser. Il faut vraiment l'impact du marteau pour les briser. Mais par contre après ça se brise vraiment tout seul comme du verre. Donc je vous laisse avec ces images, vous voyez un peu les épaisseurs des pierres, comment elles tombent à chaque fois qu'elles prennent un coup. Donc premier essai très satisfaisant pour moi, très efficace brise-roche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si elle vous a été utile, faites-moi le savoir. Laissez-moi un petit pouce bleu ou un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois. Ciao les amis!